Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission en thème facile. Une émission qui nous permet de comprendre de manière plus explicite les thèmes et expressions utilisés dans le jargon de la médecine. Ce numéro est consacré au vaccin. Nous parlerons donc du vaccin avec Dr Lazare Bonon. Il est médecin. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Et j'espère que vous allez très bien. Je vais très bien de votre côté. Ça va super. Et bienvenue à Radio Afrique Santé. Merci, c'est un plaisir. Nous avons recueilli l'avis de quelques citoyens sur le sujet. Ils nous ont dit ce qu'ils savent du vaccin. Je vous prie d'abord de les écouter. Un vaccin est un médicament particulier fabriqué le plus souvent à partir de micro-organismes vivants. Il est utilisé pour apprendre à l'organisme à se défendre contre une maladie avant qu'il y soit confronté. C'est une préparation biologique administrée à un organisme vivant afin d'y stimuler son système immunitaire et d'y développer une immunité. J'en ai adopté habituellement car aucun gouvernement sous aucun ciel ne peut prétendre porter entorse à sa propre politique de santé de sa population. Paradoxalement, nous nous moquons des gouvernements en disant que c'est de la matière première pour les différents gouvernements. Or, c'est archi faux. Le gouvernement prône pour la bonne santé de sa population. Selon moi, un vaccin, c'est, disons, une injection qu'on reçoit pour immuniser son organisme contre telle ou bien telle maladie. Comme en prenant un cas plus récent, le cas du Covid-19 avec les vaccins qui ont été inventés. Maintenant, si est-ce que j'en adopte? Non. Je vais dire que la dernière fois que j'ai pris un vaccin, ça doit bien remonter à quand j'étais petit. Les vaccins, voilà, qu'on prend déjà quand on est gosse. Faut aussi dire que avec tous les outils qu'il y a autour des vaccins, ça n'encourage pas, voilà, à en adopter. Donc, moi, personnellement, je ne les adopte pas. C'est une méthode préventive contre certains types de maladies, la polio, la variole, la tuberculose, l'hépatite et puis etc. Déjà, en tant que femme, j'en adopte parce que lorsque tu tombes enceinte, tu es obligé de faire des VAT, des vaccins antitétaniques pour la bonne observance de ta grossesse. Donc, il y a 7 types de vaccins antitétaniques qu'une femme enceinte doit faire. Donc, j'ai déjà tout fait. Aussi, ce qui concerne les enfants, il y a le vaccin pour la polio que tu fais déjà dès la naissance. Le vaccin, lorsque tu accouches, les vaccins sont gratuits jusqu'à 9 mois, je crois bien. Oui, jusqu'à 9 mois. À partir de 9 mois, les vaccins deviennent payants. Donc, j'ai fait, par exemple, mon aîné, j'ai fait les vaccins pratiquement tout. Mais vu le coût exorbitant de certains vaccins, il y en a que je n'ai pas pu malheureusement faire à mes enfants. C'est pas que je suis contre, j'adopte des vaccins pour mes enfants, mais en matière de coût, il y en a qui sont un peu chers et malheureusement, on les a pas fait jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Et voilà, docteur, vous les avez sans doute suivis. Ont-ils raison? Comment définissez-vous le vaccin en thème facile? Ok, merci. Déjà, j'ai apprécié chacune de leurs interventions. Donc, j'ai essayé de noter 3 mots, parce que certains ont dit des choses intéressantes. Le premier mot, c'est mesure préventive. Donc, c'est ce que la dernière intervenante a dit. Ensuite, il y a eu immuniser. C'est très important. Et quelqu'un a parlé de médicaments pour y accepter. Donc, pour revenir sur la définition à proprement parler, déjà quand on parle de vaccination, je vais dire de manière terre à terre, on va introduire dans l'organisme soit un micro-organisme mais inoffensif, soit une portion de ce micro-organisme-là, afin que l'organisme apprenne à se défendre en produisant ce que nous on appelle des anticorps. Bon, j'espère que jusque-là je ne dis rien de très... Non, très... ça va. Ok, et donc lorsque l'organisme se retrouve face à nouveau à ce micro-organisme,
il est en mesure de se défendre efficacement. Maintenant, c'est ce que l'on introduit dans l'organisme qu'on appelle vaccin. Ce n'est pas forcément injecté parce que quelqu'un a dit injection. Le vaccin peut être oral par exemple. On se rappelle tous quand on était petit là, la petite goutte qu'on donne dans la bouche et tout. Donc de manière terre à terre, c'est ce que je peux en dire. Je ne sais pas. Je pense que c'est clair au niveau de tout le monde. Comment aide-t-il à prévenir les maladies? Alors, comme on l'a dit, et on apprend à l'organisme en griffe à se défendre. Donc à produire ce que j'ai appelé les anticorps suffisamment. Et donc du coup, quand il rencontre le micro-organisme une seconde fois, cette fois-ci, c'est dans une situation où probablement il a chopé une infection, si je peux dire ça comme ça. Il a déjà suffisamment d'anticorps, donc il se défend lui-même contre le micro-organisme avant que la phase maladie ne commence. Donc, ce que je n'ai peut-être pas rappelé, c'est que quand un micro-organisme rentre dans l'organisme, l'organisme d'abord se défend. Et c'est quand les barrières sont passées que la maladie se révèle. Donc quelqu'un qui est vacciné normalement a suffisamment d'anticorps, son système immunitaire est suffisamment prêt pour lui permettre de ne pas atteindre normalement la phase maladie. Et dans certains cas, peut-être que la phase maladie va commencer, mais il ne fera jamais de forme grave. Donc vous allez voir, pour certains vaccins, ils vont dire ne fera jamais de forme grave. C'est un peu ce que je peux dire. Ok, quels sont les vaccins recommandés pour les adultes et les enfants? Ok, pour cette question. Déjà, quand on est enfant, pour tout le monde, il y a un certain nombre de vaccins. Mais dans notre contexte, au Bénin, il y a ce qu'on appelle le programme élargi de vaccination. Donc, disons que je vais commencer par les enfants. Donc, la dernière intervenante a essayé, on a une idée. C'est-à-dire qu'entre 0 et 9 mois, l'enfant va recevoir gratuitement un certain nombre de vaccins. Bien sûr. Donc, les vaccins pour l'enfant, on dira donc qu'il y a le vaccin contre la tuberculose, c'est ce qu'on appelle le BCG. Il y a le vaccin contre la poliomyélite, ça ils appellent polio oral. Il y a le vaccin contre l'hépatite B, le VAS-B. Donc ça, il reçoit ça dès la naissance déjà, gratuitement. Ensuite, il aura à recevoir ce qu'on va appeler les PENTA. PENTA, c'est une combinaison de plusieurs vaccins qui luttent à la fois contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, qui lutte également contre l'hépatite B toujours et contre l'hémophilus influenzae. C'est un microbe particulier. Okay. Donc ces vaccins-là, il va les recevoir, ce qu'on va appeler le PENTA là, à 6 semaines, 10 semaines, 14 semaines. Associé à ça, on ajoute un vaccin contre ce qu'on appelle les pneumocoques, c'est toujours des micro-organismes. Et ce qu'on appelle le rotavirus, c'est aussi un micro-organisme. En fait, c'est des vaccins qui protègent beaucoup plus l'enfant contre des maladies qu'on essaye de plus en plus d'éradiquer, ou des maladies surtout à potentiel épidémique ou très létales, qui peuvent rapidement causer la mort chez l'enfant. Et du côté des adultes? Oui. Du côté des adultes, donc déjà on suppose que l'adulte a fait ce parcours, oui. Donc il a déjà reçu ses vaccins. Mais je vais essayer de dire que c'est beaucoup plus en fonction de la politique sanitaire veut que c'est en fonction de la zone, je vais dire le contexte épidémiologique. Donc dans notre contexte par exemple, tous les vaccins qu'on a déjà cités, un adulte est censé les avoir fait. C'est bien pour l'adulte d'avoir par exemple s'il est dans ce qu'on appelle la ceinture méningétique, c'est dans une certaine région de l'Afrique de faire le vaccin contre la méningite. C'est pour ça que si vous devez voyager pour aller en Côte d'Ivoire, par exemple, on va vous obliger à faire le vaccin contre la méningite. Par ça, il y a le vaccin contre le tétanos, parce que les adultes, souvent, peuvent se blesser très facilement. Et le vaccin contre la rage. Et enfin, dans notre contexte actuel, le vaccin contre la Covid-19, évidemment. Disons, donc pour faire court, oui, il y a le vaccin anti-amaril. Ça, je l'avais oublié, c'est déjà à 9 mois l'enfant le prend. Le vaccin contre la fièvre jaune. Donc disons autant que cela se peut. Il faudrait être protégé contre la plupart des maladies. Et y a-t-il de risque à ne pas se faire vacciner? À ne pas se faire vacciner? Oui, il y a de risques à ne pas se faire vacciner. Oui. Donc, alors quand on n'est pas vacciné, soi-même déjà on s'expose. Aux maladies? Oui, aux maladies. Puisque le système immunitaire n'est pas du tout apprêté. Et donc du coup, lorsque la maladie vient...
on assiste en fait à littéralement une catastrophe. Donc, je pense que c'est idéal pour chacun d'être vacciné. En même temps, en n'étant pas vacciné, en fait, on diminue la protection communautaire. C'est ce que les gens ne savent pas toujours. Okay. Parce que plus on est vacciné dans une population, mieux c'est pour lutter contre en fait les maladies. Donc, quand le pourcentage de vaccination est faible pour une certaine maladie, elle aura propension à être prévalente à être présente dans la population. Et souvent, c'est des maladies qui ont un potentiel en fait de destruction élevé. D'accord, cela témoigne de l'utilité du vaccin pour tout être humain. Et quel risque pour les enfants n'ayant pas fait tous les vaccins, voilà, à la naissance, par exemple, le cas de la poliomyélite. On sait que c'est une maladie qui touche particulièrement les enfants de 0 à 5 ans. Les enfants n'ayant pas fait tous ces vaccins-là, quel risque ils courent? Ok. En fait, c'est pour ça que j'ai aimé la dernière intervention, parce qu'elle a parlé de mesures préventives. Oui. Chez nous, c'est vrai que le médecin est là pour soigner, mais on préfère toujours faire la prévention, parce que quand la maladie vient, c'est franchement pas du tout facile pour les parents, surtout dans notre contexte. Donc un enfant qui n'est pas du tout vacciné, il est exposé à tout ce qu'on appelle les maladies d'adaptation, lesquelles vont faire que, déjà c'est des enfants qui vont faire des infections à répétition tout le temps à l'hôpital. On dépense, c'est des sommes vraiment astronomiques pour les parents, ils ne s'en rendent pas compte, mais avec un simple vaccin, on aurait pu éviter ça. Et déjà sur la croissance de l'enfant, l'enfant qui fait certaines infections à répétition peut avoir certains retards de croissance, que ce soit en rapport avec la prise pondérale, la prise de poids, mais également en rapport avec le développement psychomoteur. C'est-à-dire l'enfant peut avoir un petit retard mental, ce genre de choses. Disons pour faire simple, un enfant qui n'est pas vacciné, c'est une passoire pour les maladies. Et une passoire pour les maladies, c'est qu'il risque d'en faire beaucoup et d'en garder les séquelles à vie. Ok, comment les vaccins sont-ils développés et testés pour leur sécurité? Ok, l'une des caractéristiques sur lesquelles on insiste pour les vaccins, justement, c'est leur sécurité, ce qu'on va appeler l'innocuité. Donc, il y a plusieurs phases jusqu'à ce qu'on en arrive à mettre un vaccin sur le marché. Il y a d'abord les phases en laboratoire. Donc, c'est ce qu'on appelle les études précliniques. Donc, on va rechercher le vaccin. Déjà, il y a plusieurs types, je pense qu'on ne va pas se mettre à les citer. On essaie de voir quel vaccin serait adapté en fonction du mode de fonctionnement du micro-organisme et on fait les essais au laboratoire. Une fois que c'est passé, on passe en fait aux expérimentations qui se passent en 3 phases. À chacune des phases, le nombre de personnes sur lesquelles le vaccin, personnes volontaires bien sûr, sur lequel le vaccin est testé augmente. Et à chaque fois, on relève les éventuels effets secondaires et afin d'améliorer le vaccin. Et enfin, ce n'est qu'après ça qu'on demande l'autorisation auprès des autorités de régulation qui sont nombreuses afin d'avoir ce qu'on appelle une autorisation de mise sur le marché pour que le vaccin soit disponible. Et même après ça, il y a une dernière phase. C'est vrai que le vaccin est disponible, mais pour n'importe quel vaccin, il y a ce qu'on appelle la pharmacovigilance, c'est-à-dire si quelqu'un a un effet secondaire, il doit le signaler rapidement. Donc c'est un peu ça de manière résumée. D'accord, quels sont les effets secondaires potentiels des vaccins? Ok, les effets secondaires des vaccins sont multiformes. Donc de manière schématique, je vais dire, il y a ce qu'on appelle les réactions locales. Donc quelqu'un parlait d'injection, il y a certains vaccins en fait qu'on injecte. Donc déjà au point où, au site d'injection, la personne peut peut-être faire une petite réaction. Donc ça c'est ce qu'on appelle des réactions mineures. Il peut se gratter un peu la peau, bien ça va être un peu rouge. Mais ce n'est pas systématique. À part ça, il peut y avoir un malaise général. D'accord? Puis c'est quand même, pour certains vaccins, un micro-organisme atténué qu'on a mis dans l'organisme. Donc, il peut y avoir un petit malaise, un vomissement passager. Si certains enfants, ils font ce qu'on appelle un syndrome post-vaccination ou post-immunisation, qui passe généralement après. Mais il faut dire que certaines personnes peuvent être allergiques à certains constituants du vaccin. Et là, ils peuvent faire des réactions très graves. Donc, il faut dire que oui, il y a des effets secondaires quand même qui peuvent être graves pour certains vaccins. On peut donc considérer le vaccin comme un mal nécessaire.
Oui, mais bon, je dirais, je n'ai pas envie d'utiliser le terme mal parce que les effets secondaires ne sont pas systématiques. C'est vraiment organisme dépendant. Et quand le vaccin est mis sur le marché, c'est qu'on est sûr de l'innocuité, c'est-à-dire le moins possible d'effets secondaires. D'accord. Et pourquoi est-il important d'atteindre une couverture vaccinale élevée dans la population? Voilà, donc je l'abordais tantôt. Comme je l'ai dit, plus on est vacciné dans une population, plus on est protégé en fait contre la maladie en question. Donc, je ne sais pas si vous savez, il y a beaucoup de maladies qui ont été éradiquées à travers le monde, par exemple la variole. Donc, c'est des maladies comme au moins 80% de la population est immunisée. Au bout d'un certain temps, plus personne ne fait la maladie et donc la maladie disparaît. Donc oui, on peut bel et bien faire disparaître des maladies rien que par la vaccination. Et si je me vaccine, je me protège moi-même. Je protège en même temps celui qui est à côté de moi. Oui. Voilà, parce que si moi je ne contracte pas la maladie, a priori je ne peux pas le lui transmettre. Donc c'est un peu ça. Dites-nous, docteur, comment répondre aux préoccupations et aux mythes courants sur les vaccins? Parce que tout à l'heure, vous avez suivi, il y a un citoyen qui disait qu'il n'adopte pas du tout les vaccins en raison des polémiques autour. Oui, il faut dire qu'il y a beaucoup de polémiques autour des vaccins. Mais comme je l'ai dit, la première mission, c'est de ne pas nuire. A priori, le vaccin, quand il est mis sur le marché, il n'est pas censé être nuisible pour la population. Et quand on évalue le bénéfice-risque, puisque effectivement il y a un risque, on a parlé des effets secondaires, mais la balance penche beaucoup plus du côté des bénéfices. Donc je pense que c'est tout à fait légitime d'avoir des préoccupations. Et on en reçoit toujours, il y a des patients, quand ils veulent voyager, ils viennent, ils demandent, si je prends tel vaccin, ça peut faire ci, ça. On leur explique les tenants aboutissants et on essaye de les convaincre parce que c'est important de se faire vacciner. Le risque est là, certes, mais il ne pèse pas autant dans la balance que les avantages. Le risque est là, mais il ne pèse pas dans la balance. Quand dois-je me faire vacciner? Alors, disons que les vaccins, c'est en fonction, je dirais, de l'état physiologique et du contexte, pour faire simple. Quand je dis état physiologique, c'est-à-dire si je suis un enfant, évidemment, je prends les vaccins qui sont adaptés pour l'âge, aux périodes en fait qui sont destinées à cela. Si je suis enceinte, donc c'est pour ça qu'il y a état physiologique, il y a des vaccins. Donc pour la femme enceinte, on en a parlé, c'est ce qu'on appelle le vaccin tétanique. Et j'ai aimé parce qu'elle a dit qu'il y a 5 doses. Effectivement, il y en a 5, ça veut dire que c'est qu'on est. En dehors de cela, donc je disais le contexte. Dans le cadre d'un voyage par exemple, il y a certaines maladies auxquelles nous on n'est pas exposés ici mais qui font ravage ailleurs. Donc on est obligé de se vacciner quand on doit aller, on doit changer de contexte géographique par exemple. Ou si on est dans un cadre où il y a une maladie qui a émergé. Donc c'est le cas par exemple de la Covid-19, à potentiel qui peut faire des ravages. Et s'il y a un vaccin, on le fait. Donc je dirais fonction de l'état physiologique et en fonction du contexte quand je dois voyager, ainsi de suite. Et parlant justement des enfants, les vaccins se font à la naissance de 0 à combien de mois? Alors les vaccins, c'est à partir du premier jour. Déjà, il y a les 3 vaccins systématiques. BCG, le vaccin contre la tuberculose, le vaccin contre la polio, donc polio oral, et le vaccin contre l'hépatite B, le VAS-B. Donc, une fois que ça c'est fait, il y a un calendrier qu'on remet systématiquement à la maman. Donc, elle devrait le savoir tout. Et les dates sont mentionnées. Donc à 6 semaines, l'enfant revient pour prendre le Penta 1 que j'avais développé précédemment et auquel on ajoute encore une dose de polio oral et de rotavirus, enfin de vaccin contre le rotavirus, ainsi que de vaccin contre le pneumocoque. La même chose sera reprise à 10 mois, donc 4 semaines après. Et à 10 semaines, j'allais dire, excusez-moi, et à 14 semaines. Okay. Puis il y a, l'enfant viendra de temps en temps pour beaucoup plus des supplémentations, ça c'est pas des vaccins. On va donner du fer, de l'acide folique. Puis à 9 mois maintenant, l'enfant revient pour ce qu'on appelle le vaccin anti-amaril, donc pour la fièvre jaune, et le vaccin contre la rougeole. Et on va également donner
on profite pour faire des supplémentations et donner des moustiquaires imprégnés aux parents. Ça, c'est les vaccins qui sont gratuits et qui sont obligatoires. Ensuite, l'enfant ou bien, disons l'adulte, en fonction des contextes ou bien des situations physiologiques qu'on a évoquées tout à l'heure, pourra revenir pour tel ou tel autre vaccin. D'accord. Existe-t-il des subventions de vaccins en cas de pandémie ou des maladies mortelles, par exemple? Oui, il y a des subventions de vaccins. Il y a des subventions de vaccins. Je voudrais prendre l'exemple de, si j'ai bien le nom, oui, la fondation Bill et Melinda Gates. Je pense que la plupart des gens, ça c'est connu. Donc ils investissent beaucoup, on va dire, dans tout ce qui est recherche médicale. Et ils vont intervenir par exemple pour subventionner un certain nombre de vaccins. Il y a aussi certaines associations qui vont beaucoup plus aider à subventionner les vaccins, notamment pour les pays en voie de développement comme les nôtres. Je pense que la plupart des gens l'entendent avec l'actualité, on dira c'est la coopération chinoise ou bien ainsi de suite qui a aidé à avoir tel ou tel autre vaccin. Et ils subventionnent également la recherche. Donc il y en a effectivement. Des subventions. Oui. Nous tendons à la fin de cette émission. Avez-vous quelque chose à ajouter ou votre mot de la fin? Ok, le vaccin, c'est vrai, il y a un petit risque, mais quand on voit les bénéfices, je pense que c'est primordial que nous soyons tous vaccinés, que nous ayons notre calendrier vaccinal à jour. Et je finirai en disant que vraiment mieux vaut prévenir que guérir. Je vous remercie. Merci. Et un thème facile de ce lundi 7 avril 2025, c'est terminé. Nous avons reçu Dr Lazare Bonon qui nous a appris beaucoup sur le vaccin. Je rappelle qu'il est médecin. On se donne rendez-vous lundi prochain, même heure, même canal, pour une autre thématique qui vous plaira certainement. La mise en onde de cette émission est l'œuvre de Harissou Adamou. Moi, je suis Rachel Bessassi. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.